À la crémaillère de ma sœur, elle s'est moquée. Tout le monde n'a pas les moyens d'un T3. Tout le monde a ri, et mes parents ont souri. Alors ma tante a demandé, c'est pour ça que tu as acheté une maison de 5 chambres? Silence de mort. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! Le téléphone a vibré sur la table basse, une sonnerie stridente et familière qui a percé le silence apaisant de mon appartement. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran. Seule une personne utilisait encore cette sonnerie que j'avais associée à elle il y a des années, ma sœur, Garance. J'ai soupiré, posant le livre que j'étais en train de lire sur ma poitrine. Chaque appel de sa part ressemblait à une convocation, une obligation de jouer mon rôle dans la pièce de théâtre qu'était sa vie. J'ai laissé la sonnerie s'éterniser, espérant secrètement qu'elle abandonne, mais je savais que c'était inutile. Garance n'abandonnait jamais quand elle voulait quelque chose. Finalement, j'ai décroché. Allô? Léo? Enfin. Je commençais à croire que tu m'ignorais, sa voix, mielleuse et pleine d'un reproche enjoué, a rempli mon oreille. Je pouvais presque la voir, de l'autre côté du fil, faire la moue devant son miroir. Salut Garance. Non, j'étais juste occupée. Comment ça va? Un mensonge. J'étais parfaitement installée dans mon canapé, profitant d'un rare moment de tranquillité. Occupée? Oh, ma pauvre chérie, avec tes chiffres et tes tableaux, j'oublie toujours. Bref, écoute, j'ai une nouvelle absolument incroyable. Tu ne devineras jamais. Je me suis redressée, me préparant mentalement. Les nouvelles incroyables de Garance étaient toujours à son propre sujet et servaient généralement de prélude à une demande ou à une démonstration de supériorité. Je ne sais pas, dis-moi. Tu as eu une promotion? Un rire cristallin a retenti. Mieux que ça, ma petite Léo. Bien mieux. J'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Je viens de signer le bail. Un T3 sublime à Boulogne, avec un balcon qui donne sur un petit parc. Les moulures, le parquet, une pure merveille. Tu ne peux pas l'imaginer. Boulogne-Billancourt. Un quartier chic, cher, parfait pour l'image que Garance voulait projeter. C'est super, Garance. Félicitations. Je suis contente pour toi. Et je l'étais, sincèrement. Une partie de moi était toujours heureuse pour elle, malgré tout. Contente, c'est un faible mot. Je suis sur un nuage. Alors évidemment, il faut fêter ça. Je fais ma pendaison de crémaillère samedi en 8. Et bien sûr, tu es invitée. Il faut absolument que tu vois ça, ma chérie. Ça te donnera peut-être un peu d'inspiration, tu sais, pour la suite. Le coup était porté. Subtil, enrobé de fausse bienveillance, mais c'était un coup. La suite faisait référence à mon propre appartement, un T2 fonctionnel et sans prétention dans le 13e arrondissement, qu'elle n'avait jamais vu mais qu'elle qualifiait régulièrement de « ta petite boîte à chaussures ». Je verrai si je suis disponible, Garance. C'est un peu court comme préavis. Oh, ne sois pas ridicule. Tu dois venir. Maman et papa seront là, tante Sidonie aussi, quelques cousins, et bien sûr tous mes amis. C'est l'occasion parfaite. Tu dois venir voir comment ta grande sœur vit maintenant. Ça te montrera ce que c'est que de réussir, pour de vrai. Ça te donnera un but à atteindre. Un but à atteindre. Comme si ma propre vie, mes propres succès silencieux, n'étaient rien. Comme si son appartement en location était l'alpha et l'oméga de l'accomplissement. J'ai fermé les yeux, sentant la fatigue familière m'envahir. La fatigue de devoir constamment me justifier, de devoir exister dans son ombre. D'accord, Garance. Je serai là. Super. N'oublie pas le cadeau, hein. Quelque chose de chic, qui aille avec le décor. Et elle a raccroché, me laissant dans un silence soudain lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. J'ai reposé le téléphone, mon livre oublié. La tranquillité de ma soirée avait été brisée. Samedi en 8, le rideau se lèverait sur un nouvel acte de la pièce de Garance, et comme toujours,
j'étais castée dans le rôle de la petite sœur effacée, la figurante reconnaissante. Assise dans mon salon, le téléphone encore chaud dans ma main, l'invitation de Garance a agi comme une clé, ouvrant une porte que je m'efforçais de garder fermée, celle du musée de mes souvenirs familiaux. Et la première pièce de l'exposition était toujours la même, illuminée par un spot cruel, la période des choix universitaires. J'avais 18 ans, Garance en avait 21. Elle venait d'être acceptée dans une prestigieuse école de communication privée à Paris. Le coût annuel était astronomique, l'équivalent du salaire de mon père. Je me souviens du soir où la lettre d'acceptation est arrivée. Ma mère pleurait de joie, serrant ma sœur dans ses bras comme si elle venait de gagner au loto. Mon père, Jean-Pierre, avait débouché une bouteille de crémant qu'il gardait pour les grandes occasions. « C'est incroyable, ma chérie », s'exclamait maman, les yeux brillants. « Une école comme ça. Tu vas rencontrer des gens importants, tu auras un avenir extraordinaire. On se débrouillera pour le financement », avait affirmé mon père avec une fierté nouvelle. « On fera un prêt s'il le faut. L'éducation de nos enfants n'a pas de prix. » Leur enfant, au singulier. J'étais assise à la table de la cuisine, un simple sourire figé sur mon visage, applaudissant au bon moment. Personne ne m'a demandé ce que je ressentais. Personne n'a remarqué mon silence. 3 mois plus tard, c'était mon tour. J'avais reçu plusieurs offres, mais la plus importante venait de l'Université Paris-Dauphine, l'une des meilleures universités publiques en économie et gestion. J'avais obtenu une bourse au mérite qui couvrait une partie significative de mes frais. C'était une immense réussite, le fruit d'années de travail acharné, de nuits blanches passées à réviser pendant que Garance sortait avec ses amis. J'ai attendu le dîner pour l'annoncer, le cœur battant d'un mélange d'espoir et d'appréhension. J'ai sorti la lettre de son enveloppe, ma voix tremblant légèrement en lisant les mots « Admise à Dauphine ». Section gestion de patrimoine. Il y a eu un silence. Garance a levé les yeux de son téléphone, un sourcil arqué. Mon père a mâché lentement sa bouchée de viande. Ma mère, Martine, a finalement rompu le silence. Dauphine ? Ah oui, c'est bien. C'est public, n'est-ce pas ? Oui, c'est une université, ai-je précisé, sentant déjà le poids de la déception. Eh bien, au moins, ça ne coûtera pas cher, a commenté mon père. Avec ta bourse en plus ? C'est une bonne nouvelle pour notre portefeuille. Pas un mot sur le prestige de l'université. Pas une question sur la filière que j'avais choisie. Pas un regard de fierté. Mon succès n'était pas mesuré à l'aune de mes efforts ou de mon mérite, mais à celle de l'économie qu'il représentait pour eux. La conversation est rapidement passée à la future installation de Garance dans son studio parisien, aux meubles qu'il fallait acheter, à la soirée d'intégration qu'elle allait organiser. J'ai fini mon repas en silence, le goût de la victoire s'étant transformé en cendre dans ma bouche. La deuxième vitrine de mon musée personnel contenait un souvenir tout aussi vif. J'étais en dernière année. Grâce à 2 jobs étudiants que je cumulais avec mes études serveuses le week-end, et aide aux devoirs en semaine, j'avais réussi à mettre de côté une somme considérable. 6 mois seulement après avoir reçu mon diplôme, avec la mention « Très bien », j'ai remboursé l'intégralité de mon prêt étudiant. C'était un exploit. La plupart de mes camarades de promotion en auraient pour des années. Ce soir-là, nous étions tous réunis pour l'anniversaire de ma mère. Me sentant fière et légère, j'ai choisi un moment calme pour partager ma nouvelle. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai fini de rembourser mon prêt étudiant. Mon père a levé les yeux de son journal. Déjà ? Eh bien. Il a eu un petit rire condescendant. Le prêt pour tes études ne devait pas être bien élevé. Ta sœur, elle, a dû emprunter bien plus pour son diplôme en communication. C'est un investissement plus conséquent, forcément. Garance, qui était en train de montrer ses dernières photos de vacances sur son téléphone, a ajouté sans même me regarder, « C'est normal, papa. Les choses de valeur coûtent cher. » Personne ne m'a félicité. Personne n'a reconnu la discipline et le sacrifice que cela représentait. Mon accomplissement a été instantanément minimisé, utilisé comme un faire-valoir pour souligner l'importance prétendue des choix de ma sœur. Ce fut la dernière fois. La dernière fois que j'ai partagé une victoire financière avec eux. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit studio, j'ai pris une décision. Mon monde financier,
mes succès, mes échecs, mes stratégies, tout cela m'appartiendrait, et à moi seul. Ils avaient choisi leur championne, leur étoile. Très bien. Je serais l'ombre, mais une ombre qui construirait son propre empire, pierre par pierre, dans le silence le plus complet. La décision de garder ma vie financière secrète n'était pas un caprice, mais une stratégie de survie. Libérée du besoin de leur approbation, je pouvais enfin me concentrer sur mon véritable objectif, un objectif né des angoisses de mon enfance, des nuits où j'entendais mes parents se disputer à voix basse à propos des factures impayées. Mon but n'était pas la richesse pour l'étalage, mais la sécurité. Une forteresse financière si solide que personne ne pourrait jamais la menacer. Mon premier poste dans un petit cabinet de gestion de patrimoine était modeste, mais c'était le laboratoire parfait. J'absorbais tout, les montages fiscaux, les subtilités du marché immobilier, les stratégies d'investissement à long terme. Mes collègues me voyaient comme une jeune femme sérieuse et discrète. Ils n'avaient aucune idée de la faim qui me dévorait de l'intérieur. Mon mode de vie était spartiate. Pendant que Garance postait des photos de ses brunchs à 50 € et de ses nouvelles paires de chaussures de créateur, mon plus grand plaisir était de voir la ligne de mon compte épargne grimper. Chaque euro économisé n'était pas une privation, mais une brique de plus à ma forteresse. Ma première acquisition a été un petit 2 pièces à Rennes, une ville étudiante au marché locatif dynamique. Je l'ai trouvé après des mois de recherche. C'était ce qu'on appelle une passoire thermique, un appartement classé G au diagnostic de performance énergétique, ce qui faisait fuir la plupart des investisseurs. Mais c'est là que mon travail acharné a payé. J'avais passé des nuits entières à étudier les aides gouvernementales pour la rénovation énergétique. MaPrimeRénov', les éco-prêts à taux zéro. Je connaissais chaque dispositif sur le bout des doigts. J'ai présenté à la banque un dossier de 80 pages, si détaillé et si professionnel que mon conseiller, un homme d'une 50aine d'années, en est resté bouche bée. Il contenait des plans, des devis d'artisans que j'avais personnellement contactés, et une projection de rentabilité sur 20 ans. Il m'a accordé le prêt sans hésitation. Les 6 mois suivants ont été un enfer. Je prenais le train pour Rennes tous les samedis matins à l'aube, passais la journée à superviser les travaux, à négocier avec les artisans, et parfois même à mettre la main à la pâte pour poncer un mur ou peindre un plafond afin d'économiser sur les coûts. Je rentrais à Paris le dimanche soir, épuisé mais galvanisé. Je me nourrissais de sandwichs et de café, le visage maculé de poussière. Pendant ce temps, sur Instagram, Garance postait des photos d'elle à Bali. Une fois rénové, l'appartement est passé d'une classe G à une classe C. Je l'ai loué en moins d'une semaine à un couple de jeunes médecins, pour un loyer qui couvrait non seulement mon crédit, mais me laissait aussi un bénéfice net mensuel. C'était ma première victoire. Une victoire silencieuse, connue de moi seul. Le succès de cette première opération m'a donné confiance. J'ai répété le processus. Un studio à Lille. Un autre 2 pièces à Nantes. Chaque projet était un puzzle complexe, un défi intellectuel et logistique que j'adorais. À 27 ans, je possédais 4 biens immobiliers qui généraient un flux de revenus passifs confortable. Ma forteresse avait maintenant des murs épais. Puis est venue l'opportunité de ma vie. C'était une annonce discrète, presque cachée, sur un site spécialisé. Une maison de maître à vendre en périphérie de Bordeaux. Les photos étaient sombres, la description laconique. Le prix était ridiculement bas. Mon instinct s'est mis en alerte. J'ai pris un jour de congé et j'ai sauté dans le premier train. La maison était magnifique, mais négligée. Les propriétaires, un couple en plein divorce acrimonieux, voulaient vendre au plus vite pour en finir. J'ai passé une journée entière à inspecter la propriété, à évaluer le potentiel, à calculer les coûts de rénovation. C'était un projet énorme, bien plus ambitieux que tout ce que j'avais fait auparavant. C'était risqué. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance, ma tante Sidonie. Sœur cadette de ma mère, elle était notaire à la retraite, une femme à l'esprit vif et au jugement sûr qui m'avait toujours traité comme une adulte. Je lui ai exposé le projet, les chiffres, mes doutes. Elle m'a écouté attentivement pendant près d'1 heure. Puis elle a dit, « Léonie, dans ma carrière, j'ai vu des gens faire des fortunes et d'autres tout perdre. La différence, ce n'est pas la chance, c'est le travail et la préparation.
Tu as fait tes devoirs. Fonce. Son approbation a été le déclic. Le lendemain, j'ai fait une offre. Elle a été acceptée. Tante Sidonie s'est occupée de toute la paperasse, gardant mon secret précieusement. À 28 ans, j'étais propriétaire d'une maison de 5 chambres avec piscine, un bien d'une valeur marchande bien supérieure à tout ce que ma famille aurait pu imaginer. La maison était maintenant louée à une famille d'expatriés, générant un revenu qui, à lui seul, dépassait le salaire de mon père. Ma forteresse était devenue un château. Et personne, absolument personne, n'en savait rien. Le soir de la pendaison de crémaillère approchait, et avec lui, une anxiété sourde que je ne connaissais que trop bien. Ce n'était pas la peur d'être jugé sur mon modeste appartement ou ma carrière supposément sans éclat. C'était une peur plus profonde, plus complexe. La peur de ce qui arriverait si, par un hasard improbable, la vérité était révélée. Ce soir-là, une semaine avant la fête, je suis rentré chez moi plus tard que d'habitude. Le cabinet avait été particulièrement animé, et ma tête bourdonnait de chiffres et de stratégies. En entrant dans mon appartement, le silence m'a accueilli. C'était un silence que j'avais moi-même choisi, que je chérissais la plupart du temps. Mais ce soir, il me semblait pesant, presque accusateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour travailler, mais par habitude. L'écran s'est allumé sur mon tableau de bord financier personnel, un fichier Excel complexe que j'avais conçu moi-même. Des colonnes, des graphiques, des projections. La valeur nette de mon patrimoine s'affichait en haut à droite, un chiffre à 7 zéros qui semblait appartenir à une autre personne. Un chiffre qui me donnait le vertige. Je l'ai regardé, fixement. C'était la preuve tangible de mes sacrifices, de mes nuits blanches, de mon intelligence. C'était ma liberté. Alors pourquoi est-ce que je me sentais comme une prisonnière? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à ma penderie. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des vêtements simples, fonctionnels, de bonne qualité mais sans marque ostentatoire. Des jeans, des pulls en cachemire achetés en solde, des blouses unies. Rien qui ne puisse trahir ma véritable situation. Mais tout au fond, caché dans une housse de protection, il y avait l'autre. Un tailleur-pantalon d'un créateur français, d'une coupe impeccable, que je m'étais offert après avoir signé l'acte de vente de la maison de Bordeaux. Je ne l'avais jamais porté. Il était mon trophée secret. Une pensée folle m'a traversé l'esprit. Et si, pour une fois, je jouais leur jeu? Si j'arrivais à la fête de Garance vêtue de ce tailleur, avec des chaussures de luxe et un sac à main de marque? Si je garais une voiture de location flambant neuve devant son immeuble? Si, au moment où elle se moquerait de mon petit studio, je sortais nonchalamment les clés de ma maison de Bordeaux de mon sac en disant, tu veux dire, la maison que je loue à une famille de diplomates? L'image était si vive, si délicieuse, que j'ai souri. J'ai imaginé le visage de Garance, sa mâchoire tombante. Le choc dans les yeux de mes parents. Le silence soudain qui remplirait la pièce. La victoire. Mais aussitôt, la peur est revenue, glaciale et paralysante. Ce n'était pas une peur rationnelle, c'était une peur viscérale, nourrie par des années de conditionnement. La peur d'être vu. Car s'il me voyait, que verrait-il vraiment? Verrait-il la jeune femme qui avait travaillé sans relâche, qui avait pris des risques calculés, qui avait bâti son succès sur la connaissance et la discipline? Non. J'en étais certaine. Il ne verrait qu'une chose, l'argent. Il penserait que j'avais eu de la chance. Il dirait que j'avais dû trouver un filon, ou pire, que j'avais fait quelque chose de malhonnête. Mon travail, ma stratégie, mon intelligence, tout cela serait effacé, rendu invisible par l'éclat aveuglant des chiffres. Et puis, il y aurait le changement. Leur regard changerait. Garance me verrait comme une rivale, une menace. Mes parents, que feraient mes parents? Me demanderaient-ils de l'aide? Me traiteraient-ils différemment, avec une fausse déférence qui serait pire que leur indifférence actuelle? L'argent, je le savais, ne ferait que compliquer des relations déjà fragiles. Il deviendrait le centre de tout, le prisme à travers lequel tous mes mots, toutes mes actions seraient interprétées. Ma plus grande peur, celle qui me serrait la gorge, c'était de découvrir que même avec toute ma réussite, je ne gagnerais jamais ce que je désirais vraiment, leur respect pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais.
Je craignais que la révélation de ma fortune ne fasse que confirmer leur vision de moi comme étant différente, étrange, obsédée par l'argent, tout comme ils me qualifiaient de « trop sérieuse » quand j'étais enfant. La solitude de ma réussite me pesait soudain. C'était un fardeau que je portais seul. Mon secret était à la fois mon bouclier et ma cage. Il me protégeait du jugement, mais m'isolait de toute véritable connexion. J'ai refermé la housse du tailleur et l'ai repoussé au fond de la penderie. La décision était prise. J'irai à cette fête en tant que Léonie, la petite sœur discrète. Je porterai un jean. J'apporterai un cadeau raisonnable. Je jouerai mon rôle. C'était plus sûr. C'était plus simple. L'anonymat, au sein de ma propre famille, était le prix à payer pour ma tranquillité d'esprit. Un prix que, ce soir-là, j'étais encore prête à payer. Le samedi de la pendaison de crémaillère, une pluie fine et tenace s'est abattue sur Paris, une météo qui reflétait parfaitement mon humeur. J'ai passé 1 heure devant ma penderie, non pas par coquetterie, mais par stratégie. Chaque vêtement était analysé. Celui-ci est-il trop chic? Celui-là a-t-il l'air trop négligé? C'était un exercice épuisant de camouflage social. J'ai finalement opté pour un uniforme de neutralité, un jean brut bien coupé, un simple chemisier en soie bleu marine et des bottines plates. L'ensemble disait « Je suis là, mais ne faites pas attention à moi ». Le cadeau était posé sur ma table d'entrée, emballé dans un papier sobre. Un set de couteaux Laguiole. Un objet de qualité, artisanal, utile, mais qui ne criait pas son prix. C'était un cadeau réfléchi, qui laissait entendre que je l'écoutais quand elle parlait de ses nouvelles ambitions culinaires, tout en restant dans les limites de ce que la petite Léonie était censée pouvoir s'offrir. En voiture, en direction de Boulogne, mes mains se sont crispées sur le volant de ma vieille Peugeot 208. La radio diffusait une musique entraînante qui contrastait violemment avec le nœud dans mon estomac. Chaque kilomètre me rapprochait de la reine. L'immeuble de Garance était un bâtiment haussmannien imposant, avec des balcons en fer forgé et une porte cochère massive. J'ai dû tourner 20 minutes pour trouver une place, un signe que le quartier était aussi prisé que ma sœur l'avait décrit. En entrant dans le hall en marbre, l'odeur de la cire d'abeille et le silence feutré m'ont accueilli. C'était un monde différent du mien. Dans l'ascenseur à la cabine en bois verni, je me suis regardée dans le miroir biseauté. J'avais l'air fatiguée. J'ai forcé un sourire, m'entraînant pour la soirée. Il n'a pas atteint mes yeux. La porte de l'appartement de Garance, au 5e étage, était déjà entr'ouverte, laissant s'échapper un brouhaha de conversation et le son d'une playlist lounge. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté le paquet sous mon bras et je suis entrée. Le choc a été immédiat. L'appartement était baigné de lumière, malgré le ciel gris. De grandes fenêtres donnaient sur les toits de Paris. Le mobilier était design, un mélange de scandinave et de contemporain, probablement choisi dans les pages d'un magazine de décoration. Une 30aine de personnes étaient déjà là, créant une foule dense et bruyante. Ils étaient tous éclatants. Les femmes portaient des robes de créateurs, les hommes des chemises impeccables. Ils tenaient des coupes de champagne, riant fort, leur confiance en eux remplissant tout l'espace. Je me suis sentie instantanément terne, invisible. Garance m'a aperçue de l'autre côté de la pièce. Elle a fendu la foule, telle une déesse accueillant une mortelle dans son Olympe. Elle était magnifique dans une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes, ses cheveux blonds coiffés en un chignon savamment décoiffé. « Léo! Te voilà !» Elle m'a fait une bise claquante, son parfum coûteux m'enveloppant. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » « Pas mal pour une débutante, non ?» a-t-elle lancé assez fort pour que les gens autour d'elle entendent. « C'est très lumineux, Garance. Félicitations encore. » Je lui ai tendu le cadeau. Elle l'a pris, l'a soupesé d'un air expert. « Merci ma chérie. Pose-le là-bas avec les autres. » Elle a fait un geste vague vers une console surchargée de paquets colorés. Puis, elle m'a attrapé par le bras pour me présenter à un petit groupe d'amis. Je vous présente ma petite sœur, Léonie. Le « petite » était appuyé, bien qu'il n'y ait que 3 ans de différence entre nous. Elle est très sérieuse, elle travaille dans la finance. Un truc avec des chiffres, n'est-ce pas, Léo ? Le groupe m'a souri poliment, un sourire qui ne cachait pas leur désintérêt.
Leurs regards m'ont scanné de haut en bas en une fraction de seconde, cataloguant mes vêtements, mon absence de bijoux, avant de retourner à leur conversation sur les prochaines vacances au Cap Ferret. Garance m'a abandonné là. Je me suis retrouvée seule au milieu du salon, une coupe de champagne à la main que je n'avais pas demandée. J'ai vu mes parents arriver. Ma mère, en voyant l'appartement, a porté la main à sa bouche dans un geste d'admiration théâtrale. Mon père a donné une tape dans le dos de Garance, l'air immensément fier. Ils m'ont salué d'un signe de tête distrait, déjà absorbés par le tourbillon de leur fille aînée. Je me suis frayé un chemin jusqu'au buffet, non pas par faim, mais pour avoir une contenance. J'ai attrapé un toast au saumon et je me suis posté près d'une fenêtre, regardant la pluie tomber sur la ville. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement que j'étais invisible, c'était comme si j'appartenais à une autre espèce. Leur rire, leur conversation, leur certitude, tout me semblait étranger. J'étais une anthropologue observant une tribu inconnue, sauf que cette tribu était ma propre famille. La fosse aux lions. J'y étais. Et le spectacle principal n'allait pas tarder à commencer. L'heure du dîner est arrivée. Garance a tapé dans ses mains avec l'autorité d'une maîtresse d'école. À table, tout le monde. J'espère que vous avez faim. Une immense table avait été dressée dans le double salon, complétée par une table pliante au bout pour accueillir tous les invités. Des marque-places indiquaient nos sièges. C'était le genre de détail que Garance adorait, une façon de montrer son sens de l'organisation et de contrôler le déroulement des événements. J'ai cherché mon nom, le trouvant coincé entre un cousin éloigné qui parlait trop fort de ses problèmes de plomberie et une amie de Garance qui passait son temps à prendre des selfies. La place parfaite pour la spectatrice silencieuse. Mes parents étaient, bien sûr, placés aux places d'honneur, de part et d'autre de Garance. Tante Sidonie était assise en face de moi, et lorsque nos regards se sont croisés, elle m'a offert un petit clin d'œil discret, un geste de solidarité silencieuse qui m'a un peu réchauffé. Le repas, commandé chez un traiteur à la mode, était délicieux. Mais chaque bouchée avait un goût amer. Les conversations autour de moi tournaient autour de sujets qui m'étaient complètement étrangers, les vernissages, les ventes privées, les difficultés de trouver un bon coach de pilates. J'ai écouté mon père raconter pour la énième fois une anecdote sur la brillante carrière de Garance à un voisin de table fasciné. J'ai vu ma mère rayonner, buvant les louanges adressées à sa fille aînée comme si c'était un élixir de jouvence. Le moment est venu entre le plat principal et le dessert. Garance, qui n'avait pas été le centre de l'attention depuis au moins 10 minutes, s'est levée, sa coupe de champagne à la main. Un silence s'est immédiatement fait. Elle avait ce talent, cette capacité à commander une pièce par sa simple présence. Mes chers amis, ma chère famille, a-t-elle commencé, sa voix vibrant d'une fausse modestie. Je voulais juste vous remercier du fond du cœur d'être ici ce soir pour célébrer cette nouvelle étape de ma vie. Cet appartement, ce n'est pas juste des murs et un toit. C'est le symbole de tout le travail que j'ai accompli, des sacrifices que j'ai faits pour en arriver là. Des murmures approbateurs ont parcouru la table. Mon père hochait la tête, les larmes aux yeux. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Des sacrifices ? Je me suis souvenu de mes week-ends à Rennes, à manger des sandwichs froids sur un sol poussiéreux, et une vague de nausées m'a envahi. Réussir à Paris, ce n'est pas facile, a-t-elle continué, son regard balayant l'assemblée. Il faut de l'audace, de l'ambition. Il faut savoir prendre des risques. Son regard s'est alors posé sur moi. Le changement a été subtil, mais je l'ai senti. Le prédateur avait repéré sa proie. Et je suis particulièrement heureuse que ma petite sœur, Léonie, soit avec nous ce soir. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis sentie comme un insecte sous une loupe. J'ai esquissé un sourire crispé. Ma sœur, c'est tout le contraire de moi, a-t-elle dit avec un petit rire qui se voulait affectueux. Elle est prudente, raisonnable. Elle vit sa petite vie tranquille dans son appartement, elle économise chaque centime. C'est tout à son honneur. Chaque mot était un coup de poignard enrobé de sucre. Un des amis de Garance a ricané, l'écureuil et la cigale, quoi ? Garance a adoré la comparaison. Exactement. Et je sais, Maléo, que ta vie n'est pas toujours facile. Elle s'est adressée directement à moi, sa voix se faisant douce, condescendante. Je sais ce que c'est de compter.
Mais regarde-moi, regarde autour de toi. C'est ça que je veux pour toi aussi. Je veux que tu sois ambitieuse. La chaleur m'est montée aux joues. Elle me donnait une leçon de vie devant 30 personnes. C'est pour ça, a-t-elle continué, levant sa coupe un peu plus haut, que je suis si fière de vous présenter cet endroit. Parce que, soyons honnêtes, et là, son sourire s'est élargi, devenant carnassier, tout le monde n'a pas les moyens d'un T3 comme celui-ci à Boulogne. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des rêves. Le silence qui a suivi a été rompu par les applaudissements de ses amis, puis par ceux, plus timides, de la famille. Mes parents applaudissaient avec enthousiasme, souriant à leur fille si spirituelle, si généreuse. Ils n'avaient rien vu. Ou ils n'avaient pas voulu voir l'humiliation publique qu'elle venait de m'infliger. Elle a poursuivi, se tournant à nouveau vers moi, savourant son triomphe. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si tu as besoin, je suis là. Je te donnerai quelques conseils pour gérer ton argent. Pour que tu puisses, un jour, toi aussi, avoir un endroit un peu plus décent. C'en était trop. Ce n'était plus une moquerie, c'était une insulte à mon intelligence, à mon travail, à tout ce que j'étais. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, mes mains tremblant sous la table. Une rage froide et pure a commencé à monter en moi, une rage que j'avais réprimée pendant des années. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de tante Sidonie. Il n'y avait plus de clin d'œil, plus d'amusement. Ses yeux brillaient d'une lueur dure, une lueur de colère contenue. Elle a très légèrement secoué la tête, comme pour me dire « pas maintenant ». Pas encore. Mais je pouvais voir dans son regard que pour elle aussi, une limite venait d'être franchie. La cigale avait chanté tout l'été. Et l'hiver, sans qu'elle le sache, venait de frapper à sa porte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Le discours de Garance a laissé un malaise palpable dans l'air, même parmi ses amis les plus dévoués. Les conversations ont repris, mais avec moins d'entrain. On me jetait des regards en coin, mêlés de pitié et d'une pointe de gêne. J'étais devenue, la pauvre petite sœur, un projet de charité personnelle pour la grande Garance. J'ai passé les 20 minutes suivantes à fixer mon assiette, repoussant un morceau de gâteau au chocolat que je n'arrivais pas à avaler. Le goût de l'humiliation était trop présent dans ma bouche. Je sentais le regard de tante Sidonie sur moi, mais je n'osais pas le croiser. J'avais peur que si je le faisais, le barrage que j'avais construit pour contenir mes émotions ne cède. Je me concentrais sur ma respiration, inspirant et expirant lentement, essayant de retrouver mon calme. Garance, quant à elle, était revenue à sa place, rayonnante. Elle n'avait probablement même pas conscience de la cruauté de ses propos. Pour elle, ce n'était qu'une façon de plus de se mettre en valeur, de réaffirmer son statut. Elle a commencé à raconter une anecdote bruyante sur son dernier voyage à Milan, et lentement, l'attention s'est à nouveau focalisée sur elle, me laissant dans une bulle de silence et de colère. C'est à ce moment-là que tante Sidonie a agi. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait de geste brusque. Elle a simplement attendu une pause dans le récit de Garance, un bref instant de silence, et elle a parlé d'une voix parfaitement calme et posée, une voix qui, par sa tranquillité même, a immédiatement capté l'attention de toute la table. Elle s'est d'abord adressée à mes parents. Martine, Jean-Pierre, a-t-elle commencé, un léger sourire aux lèvres. Vous devez être incroyablement fiers de vos deux filles. Elles sont si différentes, mais chacune est remarquable à sa façon. Ma mère, flattée, a immédiatement répondu « Oh oui, Sidonie. Notre Garance a un tel talent pour les relations publiques, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. » Mon père a renchéri, elle a toujours eu cette flamme, cette ambition. Ils n'ont même pas relevé le fait que Sidonie avait mentionné « deux filles ». Pour eux, la conversation commençait et se terminait avec Garance. Tante Sidonie a gardé son sourire. Absolument. Garance est brillante pour créer une image. Et Léonie, elle a marqué une pause, et mon cœur a manqué un battement. Léonie, elle, est brillante pour créer de la valeur. Un silence perplexe s'est installé. Garance a froncé les sourcils, ne comprenant pas où sa tante voulait en venir. Mon père a eu un rire un peu gêné.
Oh, vous savez, Léonie est très sérieuse avec son travail. C'est bien d'être économe. C'était le moment. Le prélude était terminé. Tante Sidonie a lentement tourné la tête vers moi. Le sourire avait disparu de ses lèvres, remplacé par une expression neutre, presque clinique. Elle me regardait droit dans les yeux, et dans son regard, j'ai compris qu'elle ne me demandait pas la permission. Elle m'informait que la partie était terminée. La tempête était sur le point d'éclater. Léonie, ma chérie, la voix de tante Sidonie a coupé à travers la pièce comme une lame. Elle était toujours calme, conversationnelle, mais chaque syllabe portait un poids qui a cloué tout le monde sur sa chaise. Il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Toute la table était suspendue à ses lèvres. Garance avait arrêté de sourire, une lueur d'agacement dans les yeux, furieuse que quelqu'un lui ait volé la vedette. Sidonie a continué, s'adressant exclusivement à moi, comme si nous étions seuls. Tu nous as toujours dit que tu vivais simplement à Paris pour pouvoir économiser et investir. Je trouve ça admirable, cette discipline. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge était sèche. Je ne savais pas où elle allait, mais je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Mais je me posais une question toute simple de logique. Elle a marqué une pause, laissant le suspense s'installer. Elle avait été notaire pendant 40 ans, elle savait comment maîtriser un auditoire. Est-ce que la vraie raison pour laquelle tu vis si modestement ici? Elle a fait un geste de la main pour englober Paris, la vie chère, la compétition. C'est parce que tu as acheté cette maison de 5 chambres à Bordeaux? Si un astéroïde avait traversé le plafond pour s'écraser au milieu de la table, l'effet n'aurait pas été plus dévastateur. Le silence qui est tombé n'était pas un simple silence. C'était un vide, une absence totale de son, comme si l'univers entier avait retenu son souffle. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Les verres se sont arrêtés avant de toucher les lèvres. J'ai vu le visage de mon père se décomposer, passant de l'incompréhension au choc pur. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Garance a été la première à réagir. Elle a éclaté d'un rire aigu, un rire qui sonnait faux. Tante Sidonie, tu es drôle. Une maison de 5 chambres? Léonie? Tu as dû rêver. Elle vit dans un studio, je vous l'ai dit. Tante Sidonie n'a même pas jeté un regard à Garance. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi. Elle attendait ma réponse. Elle m'avait tendu une perche, une arme, et attendait de voir si j'allais la saisir. C'était le moment de vérité. Des années de silence, d'humiliation, de rage contenue ont déferlé en moi. Mais à l'extérieur, j'ai puisé dans une réserve de calme que je ne me connaissais pas. J'ai redressé les épaules. J'ai posé ma serviette sur la table. Et j'ai répondu, ma voix claire et ferme, sans une once de tremblement. Oui, tante Sidonie. C'est en partie pour ça. Un murmure collectif a parcouru la table. L'ami de Garance qui m'avait comparé à un écureuil a failli s'étouffer avec sa gorgée de vin. Ma mère a finalement trouvé sa voix. C'était un murmure étranglé. Une maison, quelle maison, Léonie? De quoi parle ta tante? Avant que je puisse répondre, Garance s'est levée, posant ses mains sur la table. C'est ridicule. C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, papa, dites-lui que c'est ridicule. Elle invente ça pour se rendre intéressante. Et c'est là que tante Sidonie a porté le coup de grâce. Elle s'est tournée vers Garance, son visage soudain dur comme la pierre. Je n'invente rien du tout, ma nièce. J'étais son notaire pour la transaction. Je peux même te donner l'adresse si tu veux. C'est une magnifique maison de maître, près de 350 mètres carrés, avec un parc et une piscine. Elle a fait une pause, savourant l'effet de ses mots. J'ai simplement supposé que toute la famille était au courant d'un investissement aussi important. Apparemment, je me suis trompée. Le visage de Garance a perdu toutes ses couleurs. Elle est devenue blême, ses lèvres tremblaient. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs de haine et d'incrédulité. C'est impossible. Comment? Avec quel argent? La question était suspendue dans l'air, chargée de jalousie et de mépris. Tout le monde me regardait, attendant une explication, un aveu.
La pauvre petite sœur venait de devenir la plus grande énigme de la soirée. J'ai soutenu le regard de ma sœur, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai simplement répondu, avec le mien, Garance. Avec mon propre argent. Le silence est revenu, plus lourd, plus dense qu'avant. C'était le silence de la défaite pour Garance. Le silence du choc pour mes parents. Et pour moi, c'était le silence le plus doux, le plus libérateur que j'ai jamais entendu. C'était le son d'un monde qui basculait, d'un ordre établi qui s'effondrait. La pièce de théâtre était terminée. Et le rideau venait de tomber sur l'actrice principale. La fin de la soirée a été d'une bizarrerie surréaliste. Les invités, sentant le drame familial, ont commencé à partir les uns après les autres, avec des excuses précipitées et des au revoir gênés. Garance est restée figée, incapable de jouer son rôle d'hôtesse parfaite. Ses amis lui lançaient des regards interrogateurs, mais elle ne répondait pas. Une fois le dernier invité parti, il ne restait plus que mes parents, tante Sidonie, Garance et moi. Le silence dans le magnifique appartement était assourdissant. Dans la cuisine, a finalement ordonné mon père d'une voix rauque. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine design de Garance, un espace froid et impersonnel en acier inoxydable et laqué blanc. La lumière crue des spots au plafond rendait la scène encore plus clinique. Garance s'est retournée vers moi dès que la porte s'est refermée, sa fureur explosant enfin. « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu me faire ça ? M'humilier devant tous mes amis. » « T'humilier ?» ai-je répondu, ma propre colère commençant à faire surface. « C'est toi qui m'as humilié, Garance. Devant toute la famille. Tu m'as traité comme une idiote, une enfant qui avait besoin de tes leçons de vie. » Mais c'était une blague, a-t-elle crié, les larmes montant à ses yeux. Non, ce n'était pas une blague. C'est ce que tu as toujours fait. Me rabaisser pour te sentir supérieure. Ma mère est intervenue, sa voix tremblante. Léonie, pourquoi ? Pourquoi nous avoir caché une chose pareille ? Une maison, nous sommes tes parents. C'était la question que j'avais redoutée, et la vérité est sortie d'un trait, amère et tranchante. Parce que vous ne vous êtes jamais intéressés. Leurs visages stupéfaits m'ont encouragé à continuer. Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois comment se passait vraiment mon travail ? Quand est-ce que vous avez célébré une de mes réussites sans la comparer immédiatement à celle de Garance ? Jamais. Mon diplôme, mon premier emploi, mes économies, tout était toujours moins bien, moins important. Alors oui, j'ai arrêté de vous en parler. J'ai arrêté de vous donner des bâtons pour me faire battre. Mon père a secoué la tête, l'air perdu. Nous n'avons jamais voulu. L'intention ne change rien au résultat, papa, l'ai-je coupé. Vous avez passé 30 ans à me montrer que seule la réussite visible et bruyante de Garance comptait. Alors j'ai construit la mienne en silence. Je ne vous dois aucune explication. Garance me regardait avec une haine pure. Alors c'était ça, ton plan ? Te venger ? Je n'avais aucun plan, Garance. J'ai juste vécu ma vie. C'est toi qui ne supportes pas l'idée que je puisse réussir sans l'approbation de personne. Surtout sans la tienne. Un silence glacial a suivi mes paroles. La vérité, une fois dite, ne pouvait plus être ignorée. Elle était là, au milieu de la cuisine froide, aussi brillante et dure que l'acier inoxydable qui nous entourait. Les semaines qui ont suivi la pendaison de crémaillère ont été étranges. J'ai eu plusieurs conversations téléphoniques difficiles avec mes parents. Au début, ils étaient blessés, sur la défensive. Mais lentement, à force de leur répéter les mêmes exemples, les mêmes souvenirs douloureux, j'ai senti une fissure dans leur armure de déni. Ils ont commencé à écouter. Vraiment écouter, peut-être pour la première fois. Garance ne m'a pas parlé pendant un mois. Puis, un soir, mon téléphone a sonné. C'était elle. Sa voix était méconnaissable, dépouillée de toute son arrogance. Elle avait rompu avec son petit ami. Elle avait des difficultés à payer le loyer de son magnifique T3. Elle était seule. J'ai besoin d'aide, Léo, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas comment tu as fait, pour l'argent. Je suis perdue. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Je ne lui ai pas donné d'argent.
Mais je lui ai donné de mon temps. Je l'ai aidée à faire un budget, à analyser ses dépenses, à voir la différence entre ses besoins réels et ses désirs de paraître. C'était difficile pour elle, humiliant. Mais pour la première fois, elle m'écoutait, non pas comme sa petite sœur, mais comme une experte. Le respect, qu'elle m'avait toujours refusé, commençait à naître de ses propres difficultés. Quelques mois plus tard, mes parents ont insisté pour venir me voir. Pas dans un restaurant, mais chez moi. Dans mon petit T2. Ils sont entrés, un peu intimidés. Ils ont regardé mes livres, mes photos, les souvenirs de mes voyages discrets. Mon père s'est arrêté devant un grand plan de Bordeaux encadré au mur, où j'avais marqué d'une épingle rouge l'emplacement de ma maison. Tu as tout fait toute seule, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Une constatation pleine d'un respect nouveau. Ma relation avec ma famille n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais quelque chose s'est brisé ce soir-là, dans la cuisine de Garance. Le moule dans lequel il m'avait enfermé a volé en éclats. La vérité, aussi brutale fut-elle, nous a forcés à nous regarder différemment. Elle m'a coûté des larmes et de la colère, mais elle m'a aussi offert une chance de reconstruire nos relations sur une base plus saine, plus honnête. Parfois, il faut détruire pour mieux rebâtir. En repensant à cette soirée, je me pose encore une question. La vérité a été une explosion, mais elle a purifié l'air. Alors, avais-je vraiment eu tort de me cacher si longtemps? Ou était-ce la seule façon de me protéger, en attendant que la tempête soit assez forte pour tout balayer sur son passage?